On a tous déjà vu ça, hein. Dans la même rue, une voiture de luxe qui brille de mille feux et juste à côté, une berline toute simple, fiable. On se dit qu'on sait tout de suite qui des deux a le mieux réussi. Mais si c'était tout l'inverse? Aujourd'hui, on décortique ensemble cette idée du millionnaire en Cambry pour comprendre un truc essentiel en finance, la dépréciation automobile. Voilà la question qui tue. Comment est-ce possible que le voisin en Camry soit en fait plus riche que celui qui se pavane en BMW? Ça semble aller contre toute logique, on est d'accord. Et pourtant, la clé de l'énigme se cache dans la façon dont les voitures perdent leur valeur et à quelle vitesse. Allez, on plonge dans le vif du sujet avec ce qu'on peut appeler le paradoxe Camry-BMW. C'est là qu'on va vraiment faire la différence entre ce qui ressemble à la richesse et ce qu'est la richesse réellement. Alors d'un côté, il y a le symbole, l'image de la richesse, la belle voiture de luxe toute neuve. Ça impressionne les voisins, ça en jette. Et puis de l'autre, il y a la réalité financière, beaucoup moins glamour. Cette même voiture, c'est un actif qui fond comme neige au soleil. Ce n'est pas un investissement, c'est une dépense qui perd de la valeur chaque seconde. Et maintenant, parlons du grand méchant de cette histoire. Le chiffre qui fait vraiment mal, la fameuse chute de 20%. C'est un peu le coup caché de cette fameuse odeur du neuf. Pour que ce soit bien concret, prenons un exemple simple. Imaginons une voiture neuve qui coûte, disons, 40 000 euros. Une somme rondelette qui représente des années d'économie pour beaucoup de monde. Et là, attention, dès la première année, la valeur de cette voiture va s'effondrer d'environ 20%. 20%. C'est une perte colossale qui se produit quasiment au moment où les roues quittent le parking du concessionnaire. C'est fou quand on y pense. Pour revenir à nos 40 000 euros, ces 20%, eh bien, ça représente une perte sèche de 8 000 euros en un an, en seulement 12 mois. 8 000 euros qui se sont tout simplement évaporés. Tout ça pour le plaisir d'être le tout premier propriétaire. Ça fait cher le plaisir. Bon, ce phénomène, cette chute vertigineuse, ça porte un nom officiel, la dépréciation automobile. C'est tout simplement la baisse de la valeur d'une voiture à cause de l'usure, du temps qui passe, des kilomètres au compteur. C'est sans doute le coût le plus important et le plus sous-estimé quand on achète une voiture neuve. Ok, donc si les voitures neuves sont un tel gouffre financier, comment font les personnes qui ont vraiment le sens des affaires? C'est là qu'on entre dans ce qu'on pourrait appeler le secret du millionnaire. La question qui se pose logiquement, c'est « mais alors, que conduisent vraiment les millionnaires ?» Si on oublie un peu les clichés de films, qu'est-ce qu'on trouve le plus souvent dans leur garage? Dans l'imaginaire de tout le monde, la réponse est évidente, non? On pense tout de suite à ces marques de luxe. BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari. Ce sont les symboles de statut qu'on nous vend à longueur de journée comme étant la preuve ultime de la réussite. Eh bien, la réalité, si l'on en croit les études sur le sujet, est souvent beaucoup plus pragmatique. Le millionnaire américain moyen, par exemple, roule très souvent dans un Ford F500 vieux de 2 ou 3 ans. Alors pourquoi? C'est simple. En achetant une voiture d'occasion récente, il laisse le premier propriétaire encaisser la perte la plus violente, ces fameux 20% de la première année. C'est un choix de raison, pas un choix d'image. On arrive à la fin de notre raisonnement. Et cette leçon sur les voitures nous dit quelque chose de bien plus grand. Finalement, c'est quoi le véritable signe de la richesse? Cette petite phrase résume tout en fait. Le point essentiel, il est là. La vraie richesse, ce n'est pas la capacité à dépenser dans des trucs qui perdent de la valeur. C'est la discipline de garder son argent pour l'investir dans des actifs qui, eux, en prennent. La Camry du voisin n'est donc pas un signe de contrainte. C'est peut-être au contraire le signe d'une stratégie financière très maligne. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question à se poser sur ses propres choix de consommation. Quel est le vrai coût de nos symboles de statut? Parce qu'au-delà du prix sur l'étiquette, il y a un coût d'opportunité, tout cet argent qui aurait pu être investi ailleurs. Et réfléchir à ça, c'est peut-être le tout premier pas vers une vraie liberté financière.